Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, c'est tout simplement une réponse aux questions. Il y a maintenant quelques semaines de ça, je vous avais posé dans l'onglet communauté de YouTube, je vous avais demandé de me poser le maximum de questions en commentaire. Et aujourd'hui je vais répondre à la plupart des questions, celles qui me semblent les questions que je retrouve le plus souvent. La première question que je retrouve souvent, c'est comment je fais pour poster dans l'onglet communauté. Beaucoup de personnes ayant YouTube n'ont pas accès à cette fonctionnalité. Alors, je ne suis pas non plus un expert, je n'ai pas trop idée, mais il me semble que c'est tout simplement le fait d'avoir au moins minimum 10 000 abonnés qui fait que l'onglet communauté s'active et qu'on peut poster régulièrement des photos, qu'on peut poster des sondages, qu'on peut faire quelques... Voilà, on peut mettre à jour un peu tout ce qui se passe sur YouTube sans derrière poster une vidéo spéciale pour ça, quoi. Pour quand une série de fourmis en nature, nourrissage, identification et capture de gènes? Je vous avais déjà parlé de ça juste avant l'hiver, c'était en automne, il me semble. Oui, avant l'hiver, il y a l'automne. Je vous avais déjà parlé de ça, comme quoi je voulais faire carrément une série de vidéos en nature où je vais à la recherche de nouvelles espèces, de nouvelles colonies pour de l'observation, du nourrissage en milieu naturel, pourquoi pas, et de la chasse aux gènes. Alors, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà répondu à ces questions il y a déjà pas mal de temps de ça. Il y a beaucoup de déjà dans les phrases que je viens de sortir. En fait, le truc, c'est que je ne peux pas me permettre là maintenant tout de suite de faire ce genre de choses en étant en hiver. Dès le printemps, il va y avoir donc toute une série de vidéos qui devraient arriver progressivement entre le printemps et l'été. Tout le côté en fait nature, c'est-à-dire ça ne sera pas chez moi en captivité, ça sera directement dans la nature où je nourrirai des colonies avec, il y aura beaucoup d'observations et aussi en espérant trouver quelques gènes. Tous les mercredis à 14 h, il y a bien une vidéo sur la myrmécologie. Alors ça ne change pas, je sais que c'est des vidéos qui font vraiment pas beaucoup de vues, qui ne fonctionnent pas énormément, mais je me rattache à ça parce que c'est toujours aussi une partie de ma passion à moi. Et d'un autre côté, moi si j'ai fait cette chaîne YouTube là, c'est pas pour faire du buzz, c'est pas pour faire des milliers, des millions de vues ou je ne sais quoi, même si ça m'arrangerait bien de le faire, je vous dis pas le contraire, mais c'est surtout avant tout pour partager une passion. Donc forcément, même si ça ne m'arrange pas du coup parce que ça demande du travail supplémentaire, je fais quand même des vidéos sur la myrmécologie pour partager avant tout ma passion. Et je sais qu'il y a toujours quelques milliers, voire dizaines de milliers de personnes qui s'intéressent beaucoup à la myrmécologie et qui regardent justement uniquement ce style de vidéo là sur la chaîne YouTube. Est-ce que tu as déjà trouvé un serpent mort dans un de tes terrariums? Alors malheureusement oui, ça m'est déjà arrivé comme beaucoup, surtout au fur et à mesure des années. Alors les premières années quand on commence donc l'élevage de reptiles, la terrariophilie, en général si on fait les choses bien, on n'a pas de perte. Après forcément sur un gros nombre de reptiles, quand on fait ça depuis plusieurs années, arrivé un moment malheureusement il arrive qu'on ait une ou deux pertes. Alors il faut que ça reste le plus rare possible et il faut que ça soit justifié. Alors soit avec l'âge de l'animal, mais malheureusement c'est souvent plus à cause de nous, d'erreurs qu'on a fait, que l'on a fait, que c'est arrivé. Genre mon premier serpent que j'ai perdu c'était un Python Régus, une femelle, mais à l'époque j'utilisais des écorces en fait de pin ou je sais pas de résineux, c'est des écorces que je déconseille dans la terrariophilie en captivité parce que le truc c'est que j'ai utilisé plein de substrats différents. Et pour moi, à part donc les éclats de coco, à la limite la tourbe de coco, tout ce qui est snake bedding et chanvre, le reste, je ne suis pas fan pour tout ce que j'ai essayé. Donc le sable, je ne suis pas du tout fan, je suis même contre pour les serpents. Et ensuite, il y avait aussi tout ce qui est écorce donc de résineux. On en retrouve des fois des grosses écorces, mais ça absorbe rien du tout. Et il s'avère qu'une fois, avec la pisse, la chaleur, dans les écorces, sous la cachette, elle dormait dedans. Et ça a provoqué en fait une infection au niveau des écailles. Et on appelle ça la maladie des ampoules. En fin de compte, c'est sur toute la partie ventre donc du serpent qu'il y a eu une infection qui s'est propagée. Et comme c'est sur le ventre, je ne le voyais pas nécessairement. Et c'est au bout d'un certain temps, en fait, quand il était déjà beaucoup trop tard, qu'elle est morte d'une septicémie. Donc vraiment avant tout,
des terrariums les plus propres possibles, les meilleures conditions d'élevage possibles et surtout vérifier en permanence vos animaux. Si une fois par semaine vous manipulez vite fait, au moins pour regarder si tout va bien, qu'il n'y ait pas de parasites externes, qu'il y ait bien les bonnes conditions, ça veut dire que mettons votre tapis chauffant n'est pas lâché, qu'il n'y ait pas une ampoule qui grille, parce qu'un tapis chauffant quand ça chauffe plus, nous on ne le voit pas personnellement. Au niveau des thermostats, faites toujours attention d'avoir bien le bon contrôle des bonnes températures. Enfin voilà, au moins une fois par semaine, j'effectue un gros contrôle général pour savoir si tout fonctionne dans les meilleures conditions possibles. Que fais-tu dans la vie? Alors ce que je fais comme métier, je suis chaudronnier métallier. En général, je travaille soit l'aluminium, soit l'acier galvanisé. J'ai été aussi soudeur, cariste. Je suis donc un ouvrier dans le bâtiment, vraiment dans le secteur du bâtiment. Et là, je sens que j'ai besoin de voir autre chose, besoin de changer de corps de métier. YouTube, je ne peux pas en vivre. Ça serait trop beau, ça me permettrait de faire des vidéos plus longues, des vidéos de meilleure qualité, m'investir à fond sur YouTube. Mais là, actuellement, c'est vraiment pas possible. Donc, je recherche actuellement soit à me mettre à mon compte, pourquoi pas, faire un petit boulot à mon compte, ou soit retravailler pour une autre société. Et ça, je vais le voir au fur et à mesure du temps. Je vais commencer progressivement à postuler dans d'autres boîtes pour essayer de voir si je peux pas faire une reconversion professionnelle, voir autre chose dans ma vie, pourquoi pas, et continuer de l'avant, toujours de l'avant et avec le sourire et la motivation. Tu l'adoptes quand ton boa des sables? Ça, c'est une question que je retrouve très souvent depuis que je fais des vidéos avec notre ami Junior. Alors le boa des sables, oui, ça fait déjà des années que je me tâtais, mais j'en voyais jamais en vrai, je ne savais pas trop comment c'était et tout. Et c'est vrai que le fait d'avoir vu une femelle adulte chez Junior, là je me suis dit ouais, c'est vrai que ça me plaît beaucoup, c'est pas qu'en photo ou en vidéo sur internet, je les ai vus en vrai, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et oui, je compte en avoir un, mais ça sera seulement un seul. Et ça sera aux alentours du printemps. Je ne peux pas me permettre d'acheter des nouveaux reptiles en plein hiver avec le froid qu'il y a dehors et tout. Moi, je veux toujours prendre aucun risque, le moins de risques possible. Déjà, adapter mes installations, faire ça correctement, avoir les bonnes informations et après me mettre à ça. Donc oui, il y aura un petit boa des sables au cours du printemps. Combien as-tu d'animaux chez toi? Alors je suppose que quand on entend parler par animaux, c'est tout compris, pas forcément les reptiles. Alors honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai à peu près 30 reptiles, c'est sûr, mais j'ai aussi un chat, par exemple, d'autres animaux comme ça, des animaux aussi que je vous ai jamais montrés, parce que j'ai ma petite vie personnelle aussi, j'ai mes petits trucs à moi, j'ai pas envie forcément de tout dévoiler, de tout montrer toujours sur internet. J'ai d'autres installations aussi, j'ai des choses voilà, que je n'ai pas forcément envie de montrer, des choses que j'ai envie de montrer, que j'ai envie de partager avec vous, des choses qui n'ont rien à voir aussi avec la chaîne YouTube à la base. Donc c'est difficile à l'heure actuelle de se diversifier, de faire des vidéos qui changent totalement de l'ordinaire. Ça peut beaucoup plaire comme pas du tout. Donc j'essaie de me focaliser surtout dans l'aquariophilie, la myrmécologie, la terrariophilie. À quand un axolote? Alors beaucoup d'entre vous ne savent pas encore, mais j'ai déjà possédé des axolotes à l'époque. J'ai déjà eu en plus de ça plusieurs mutations génétiques différentes. J'ai eu des tout blancs, des tout jaunes, des noirs aussi. J'en ai déjà eu, des mouchetés. J'ai eu un peu de tout en axolote. J'ai eu ma petite période axolote. Il y a de ça maintenant pas mal de temps, voire années. Mais là, actuellement, je n'ai pas de projet au niveau des axolotes. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de refaire. Et puis j'ai aussi un manque de place, j'ai d'autres priorités. J'ai pas trop envie non plus d'agrandir mon élevage comme ça. Je me contente de ce que j'ai actuellement. Il y aura une ou deux bêtes qui vont rentrer au niveau du printemps. Et après, je pense que je vais vraiment me stabiliser au niveau des différentes nouveautés que je pourrais acquérir. Je n'ai pas d'autres projets. Il faut aussi mettre un frein à arriver à un moment. Ne vous inquiétez pas, YouTube, ça restera toujours comme c'est. Et en plus de ça, j'ai aussi des projets chez d'autres éleveurs pour pouvoir compenser, vous proposer toujours plus de diversité. Combien je mets de temps pour l'entretien des différentes installations de chez moi au niveau des reptiles? Alors ça, c'est une très bonne question aussi que je retrouve très souvent. Alors il faut savoir qu'au niveau de l'entretien, j'ai plusieurs options. Soit je décide d'entretenir mes animaux tous les 2 jours, tous les 3 jours ou tous les 4 jours. Mais à ce moment-là, il faut tout faire d'un coup parce qu'il faut déjà, j'ai pas le choix, tous les jours ou tous les 2 jours, il faut que je change
tous les bacs d'eau. C'est ça qui me prend en moyenne vraiment le plus de temps. Enlever tous les bacs d'eau de tous mes terrariums, de toutes mes installations, rincer, nettoyer, savonner tous les bacs d'eau. Ensuite les remettre dans chaque installation, dans chaque terrarium, dans chaque rack d'élevage. Et ensuite avec des bidons de 5 litres d'eau, comme ici j'en ai un. C'est des bidons comme ça que je remplis de 5 litres d'eau. Parce que le problème c'est que je n'ai pas tous mes reptiles dans la même pièce avec un point d'eau. Ça veut dire que je vais dans ma salle de bain ou j'allais dire dans mes toilettes, mais non, pas dans les toilettes. Soit je vais dans la salle de bain, soit je vais dans la cuisine pour aller chercher l'eau. Alors je remplis des bidons de 5 litres d'eau et ensuite je remplis toutes les coupelles, toutes les gamelles d'eau de toutes les installations, de tous les terrariums. C'est ça qui me prend le plus de temps. Et ensuite je prends un sac poubelle. Là je récupère toutes les crottes, les morceaux de mue, tout ce qui va. Mais encore un serpent, ça chie pas tous les jours. Un lézard si, mais un serpent non. Donc il y a déjà moins d'entretien avec les serpents que les lézards. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai ramassé toutes les crottes, tous les bouts de mue, tous les lambeaux de mue, les morceaux de mue, tout ça, j'inspecte une fois par semaine la totalité de mes reptiles, comme je vous avais déjà dit précédemment, pour savoir s'il n'y a pas de parasites externes, pour savoir si les excréments se font bien, pour savoir s'il n'y a pas un problème de mue quelque part, pour savoir si les conditions sont bonnes. Oui, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, je nettoie aussi toutes les vitres au vinaigre blanc. Alors j'utilise du vinaigre blanc, ça vaut dans les 40 ou 50 centimes le litre, ça vaut rien du tout. Pour les vitres, franchement, des terrariums, c'est nickel. Alors après, il faut supporter l'odeur, mais une fois que c'est sec, l'odeur zéro, il n'y a plus du tout d'odeur. Mais le fait que le vinaigre blanc soit bien humide, et ben forcément, ça sent très fort le vinaigre blanc, il faut pouvoir le supporter. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas du tout cette odeur-là, moi ça va, je suis habitué, ça me va. Et du coup, je prends sopalin, vinaigre blanc et je nettoie en fait toutes les vitres. D'ailleurs, là derrière, il faut que je le fasse. Toutes les vitres de tous les terrariums, de toutes les installations. Alors, il y a des vitres qui se déboîtent très facilement où je peux les nettoyer nickel et les remboîter. Il y a des vitres, depuis le temps, le terrarium a baissé un petit peu, s'est rétracté un petit peu, le bois travaille aussi. Et donc, les vitres, il manque 1 ou 2 mm pour pouvoir les sortir correctement. Donc, souvent, j'essaie de les nettoyer comme je peux en mettant un bras d'un côté, en faisant coulisser les vitres. En faisant de l'autre côté, ça devient vite assez difficile. Je pense que le plus gros du temps, c'est vraiment les bacs d'eau parce qu'il faut tout enlever, tout nettoyer, tout remettre, remplir les bidons d'eau et vraiment remplir ensuite tous les bacs d'eau. Donc en moyenne, ça peut me prendre autant un quart d'heure, 20 minutes par jour, comme ça peut me prendre, mettons, 2-3 heures d'un seul coup tous les 3 jours ou 4 jours. Voilà. Et après, forcément, quand je m'occupe de mes reptiles, eh ben, je passe énormément de temps dans l'observation. Et du coup, enlever un bac d'eau, le nettoyer, le remettre, mettre de l'eau et nettoyer les vitres, ça prend pas énormément de temps. Mais je serais capable de rester 20 minutes ou une demi-heure devant le terrarium à regarder ma bête comme ça. Et ça fait que je perds aussi énormément de temps là-dessus. Et généralement, le temps d'entretenir toutes mes installations, je me mets des vidéos de YouTube parce que je suis abonné à plus de 150 ou 160 chaînes YouTube. Donc je me mets des vidéos en playlist avec le son fort et j'écoute ce que me disent mes youtubeurs préférés le temps que moi je suis en train de tout nettoyer. Voilà ma petite vie quand je m'occupe de mes installations. Ton premier animal, alors animal tout compris, je pense que ça devait être un hamster chez mes parents quand je devais avoir 11 ans ou 12 ans peut-être, je sais plus honnêtement. Après j'ai eu des chiens, mais c'était un peu, le chien est toujours à toute la famille quoi, il n'est pas forcément qu'à moi. J'ai déjà eu un chat mais c'est pareil, c'est à toute la famille, c'est pas forcément qu'à moi. Et après chez mes parents j'avais aussi des reptiles parce que j'ai eu des Anolis carolinensis par exemple, avec un gros terrarium en bois, j'avais des achatina aussi, j'ai vraiment eu de tout, j'ai toujours baigné un peu, que ça soit dans le milieu de la terrario, dans les animaux en général, les poules, les lapins, tout en fait, j'ai toujours un peu baigné dans ce milieu-là avec tout plein d'animaux autour de moi. Et c'est-à-dire que je suis très ouvert au niveau animalier, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux animaux, que ce soit n'importe lesquels, que ce soit des araignées, des scorpions, des serpents, des oiseaux, des autruches, ce que vous voulez. J'ai toujours été passionné par tout ce qui est vraiment par les animaux en général. Alors je suis tombé sur une question aussi, et c'est pas la première fois que je tombe dessus, pourquoi tu maintiens des animaux dangereux ?
Alors ça, je suis totalement, c'est pas du tout vrai, c'est totalement faux cette question. Je ne maintiens chez moi que des animaux qui ne sont pas dangereux. Alors le risque zéro n'existe pas, je peux très bien me faire mordre, mes enfants aussi, ma femme aussi, mais ce ne sont pas des animaux potentiellement considérés comme dangereux. Toutes mes installations sont sous cadenas, même pour les animaux les plus inoffensifs. Ça, il faut le savoir aussi. À part là, mettons là, il n'y a pas de cadenas, mais là, c'est des lézards comme ça qui ne pourraient pas faire coulisser une vitre de cette taille-là. Mais la plupart de mes installations ont bien des cadenas, donc il n'y a pas de risque là-dessus. Je joue beaucoup dans la sécurité à ce niveau-là et je fais toujours très attention. Après, les enfants n'ont pas le droit d'aller dans la chambre des parents quand ils ne sont pas là. Je n'ai pas de serpents dans mon salon ou dans le couloir par exemple. Tous les serpents se retrouvent uniquement dans ma chambre qui me sert aussi de pièce d'élevage. Si tu avais la place, l'argent et toutes les autorisations, quel animal tu aurais? Alors là, on ne va pas parler d'un seul animal. Je pense que si vraiment je n'étais pas du tout limité, ça veut dire je n'ai pas de restrictions au niveau budget, je ne suis pas limité au niveau de la place, au niveau des réglementations ni rien, je pense que j'ouvrirais vraiment, ça serait un parc zoologique avec beaucoup de choses totalement hors du commun. Donc on va vraiment partir sur des espèces dites sauvages qui représentent dans des installations tellement immenses que ça représenterait vraiment le milieu naturel. L'objectif pour moi, ça serait qu'on se retrouve un peu entre guillemets dans la jungle, mais qu'on ait toujours cette sécurité et cet espace pour que l'animal ne soit pas comme dans certains parcs zoologiques vraiment enfermé derrière des barreaux, des cages avec plein de touristes tout autour. Je veux que ça soit un milieu calme, reposant, détente, avec une réglementation très stricte, avec donc pas d'enfants qui courent dans tous les sens à hurler partout ou à taper contre des vitres ou quoi. Et il faudrait que tous les animaux se sentent vraiment comme dans leur milieu naturel. Je ne sais pas comment ça serait possible de le faire, mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait se retrouver, mettons, à la ferme aux crocodiles. C'est un peu un milieu dans ce style-là où il y a des crocodiles partout dans des fosses, dans des serres immenses, mais où le public est quand même assez éloigné. On peut observer, mais on est quand même assez éloigné. Et il n'y a que des plantes naturelles de partout. On se retrouve vraiment dans un milieu très nature. Mais pousser vraiment encore beaucoup plus loin que ça. Vraiment un concept révolutionnaire, entre guillemets. Et avec cette idée de pouvoir dormir sur place. Vraiment se sentir proche des animaux au plus possible, sans entraver, sans les gêner dans leur vie de tous les jours. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais ça serait quelque chose de tellement énorme que c'est pas forcément réalisable. Est-ce que tu pourrais te passer de tes reptiles? Alors oui, honnêtement oui, ça plairait, c'est peut-être pas la réponse qui plaira à tout le monde, mais honnêtement oui, je pourrais me séparer facilement de mes reptiles. C'est une passion, j'ai d'autres passions aussi. J'ai l'aquariophilie comme passion, j'ai la myrmécologie. Pour moi c'est des... Comment dire, là je vis avec, il n'y a vraiment aucun problème, mais je ferai toujours passer ma famille en priorité. C'est-à-dire que si un jour malheureusement je n'ai plus le budget pour subvenir à leurs besoins, par exemple, je préférerais trouver le moyen de les donner ou de les vendre à des personnes qui pourraient s'en occuper mieux que moi. Malheureusement ça me rendrait triste, mais s'il faut le faire pour le bien de mes bêtes, je le ferai sans hésiter. Déjà que vie professionnelle, je compte changer, il risque d'y avoir beaucoup de changements en 2018 qui risquent de m'impacter, donc j'essaie de placer un peu d'argent de côté ces temps-ci. J'essaie de faire ça le plus intelligemment possible, mais je veux dire en priorité que ça soit le bien-être de ma famille et des animaux avant tout. Et si pour ça, il faut que je fasse des choix, des restrictions, je le ferai du moment que ça reste dans le respect et dans le bien-être de tout le monde. Est-ce que tu vas arrêter l'élevage et les vidéos sur YouTube? Non, c'est une question que j'ai reçue qu'une seule fois, mais je comptais y répondre. Alors là, maintenant, tout de suite, je ne compte pas arrêter ni YouTube ni l'élevage, même si je fais peut-être moins de vues, même si moins d'interactions ou quoi. YouTube, c'est un partage d'une passion, donc je ne vis pas du tout de YouTube. Donc je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai encore le temps pour le faire. Et parce que je veux toujours, j'ai toujours cet objectif de rendre meilleur le milieu de la terrario, de rendre ça tout à fait normal,
d'un peu habituer les gens à casser les idées reçues là-dessus, parce que c'est tellement mal vu en France que vraiment pour moi il y a vraiment quelque chose à faire. Alors il y en a, ils vont organiser des grandes bourses, des grands salons terrariophilie. Il y en a, ils vont peut-être aller dans les écoles, dans les salles de classe pour essayer de dire voilà, les serpents c'est pas si méchant qu'on veut le faire croire, il faut arrêter d'essayer de tuer les serpents qu'il y a dans notre jardin, tout ça. Chacun, je pense, il faudrait que chacun mette sa petite pierre à l'édifice pour qu'on puisse développer ce milieu-là. Je ne dis pas que tout le monde ait des reptiles chez eux, mais comprendre, connaître le reptile et surtout le respecter au maximum. Après, par contre, rien n'est éternel et c'est possible qu'un jour ou l'autre, je décide d'arrêter YouTube pour X ou Y raison, je ne sais pas, tout finit par s'arrêter un jour. Donc YouTube s'arrêtera, j'espère que ça sera pour de bonnes raisons et pas des mauvaises raisons surtout. Et la Terrario, un jour ou l'autre ça s'arrêtera aussi et j'espère aussi que ça sera pour de très bonnes raisons et non pour des mauvaises raisons. Après c'est à moi de me remettre régulièrement en question, d'essayer de faire avancer les choses au maximum et toujours, comme je dis, dans le respect, en faisant ça le mieux possible. Comment faire si tu comptes arrêter le levage de fourmis? J'aimerais savoir avant de me lancer. Alors déjà, si tu commences à te poser cette question-là, le mieux c'est ne te lance pas déjà. Après, il faut savoir que de toute façon, quand on commence à élever en captivité un animal, que ce soit des insectes comme les fourmis, tout ce qui est coléoptère, tout ça, araignées, scolopendres, un lama, un chien, un chat, un hérisson, un furet, ce que vous voulez. Bon, là, je cite aussi des animaux sous CDC, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment qu'on prend la décision d'avoir en captivité un animal, c'est très important pour moi déjà de le faire dans les meilleures conditions possibles et on ne le fait pas pour notre petit confort personnel en se disant je vais le garder 1 ou 2 ans et après de toute façon ça dégagera ou il va mourir. Surtout pas. Si on prend un animal, on essaie de le garder le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Ça c'est quelque chose, je préfère insister là-dessus. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Si on prend un animal, on le fait bien ou on ne le fait pas. Ensuite, si forcément du jour au lendemain, tu as du changement dans ta vie, tu as quelque chose qui fait que tu es obligé de te débarrasser de ton propre chien, de ton chat, de ton élevage de fourmis, de ton élevage de reptiles, alors à ce moment-là, le mieux pour toi, c'est de les donner ou de les vendre à une personne expérimentée qui sera passionnée et qui saura élever cet animal-là le mieux possible. Alors j'ai reçu aussi une très bonne question que j'ai déjà reçue à plusieurs reprises depuis que je suis sur YouTube. C'est quelque chose que les gens se posent souvent. C'est si un jour j'ai une coupure de courant, comment je fais? Alors, il faut savoir que je vis dans une grande ville où normalement il n'est pas censé y avoir de coupure de courant. Je sais qu'il y a peut-être certaines régions de France ou sur certaines îles ou dans certains pays que vous me suivez, vous êtes peut-être dans des régions du monde où il peut y avoir fréquemment des coupures de courant qui peuvent durer vraiment très longtemps, donc plusieurs heures ou plusieurs jours. Alors moi de mon côté, ça m'est déjà arrivé d'avoir 1 ou 2 coupures de courant depuis que je fais de l'élevage de reptiles. C'est très rare, ça arrive une fois sur plusieurs années, c'est pas plusieurs fois par an. Et c'est toujours prévenu à l'avance. Donc on va me dire par exemple, je vais avoir un petit mot parce que je vis en appartement dans une résidence et je peux avoir un petit mot dans la boîte aux lettres qui me dit de tel jour, de telle heure à telle heure, il y aura une coupure de courant. Alors ça m'est déjà arrivé, même si c'est très rare. Généralement, ça dure 2-3 heures, une matinée ou une après-midi grand maximum. Et là, à ce moment-là, je peux très bien les laisser en terrarium. Je suis quand même dans un appartement où j'ai plusieurs moyens de chauffer. Si les températures ne descendent pas trop bas, il ne devrait pas y avoir de problème pour la plupart des reptiles. Sachant que beaucoup d'espèces que je possède, je ne les chauffe pas, mettons, la nuit chez moi. Par exemple, le varan des savanes, Big Mac, il est chauffé, il n'y a pas de thermostat, il est chauffé uniquement par une lampe de 150 watts. Par contre, la nuit, la lampe s'éteint et il n'y a plus du tout de source de chaleur pour lui jusqu'au matin que ça se rallume. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, si ça dure vraiment, si c'est une coupure nette comme ça qui n'est pas contrôlée, je vous conseille d'aller dans les magasins de sport ou je ne sais où, trouver au plus vite des chaufferettes. Alors, les chaufferettes, c'est des petits trucs qu'on met dans les colis pour les envoyer, on le frotte ou on le casse suivant comment c'est foutu et ça produit de la chaleur. Cette chaleur-là, elle est produite pendant 12 à 24 heures, c'est quelque chose comme ça.
ou de 4 à 12 heures, ou je sais plus, ça dure quand même vraiment plusieurs heures. Le mieux c'est d'acheter ou d'avoir chez vous régulièrement des stocks de chaufferettes et ensuite malheureusement enlever de vos terrariums vos reptiles, les mettre dans des boîtes séparées ou dans des poches ou dans des sacs, des choses comme ça, et mettre vos reptiles dans des boîtes polystyrène avec chaufferettes. Je pense que c'est le mieux en attendant que l'électricité revienne, et puis ça c'est vraiment des solutions extrêmes pour des coupures d'électricité qui peuvent durer 1 ou 2 jours. Après pour le reste, franchement je n'ai pas vraiment d'idée, je ne me suis pas posé la question vis-à-vis de ça. Mais je pense qu'avec des bougies, il y a peut-être des systèmes ou des tutos sur internet qui vous permettraient d'augmenter la température de chez vous, faire une température générale dans toutes vos pièces, ou de mettre vos reptiles dans les pièces les plus chaudes, etc. Comptes-tu avoir des oiseaux chez toi? Alors les oiseaux font partie de mes animaux préférés. Je les préférerais même à la limite plus que les reptiles, les poissons ou les fourmis. Mais je me vois mal avoir un oiseau qui pour moi a besoin de voler, a besoin de partir loin dans le ciel. Bon après je sais que c'est pas tous les oiseaux, je sais qu'on peut avoir des oiseaux en captivité et le faire très bien. Je sais aussi que des gens arrivent à maintenir des petits oiseaux dans des appartements et tout se passe très bien. Il y a aussi des oiseaux qui ont été nourris, élevés à la main, d'autres non, donc le comportement de l'oiseau est différent. Après j'y connais pas grand chose non plus de mon côté, ce n'est pas un projet, même si j'y ai déjà réfléchi à plusieurs reprises. Actuellement ce n'est pas un projet d'avoir un petit oiseau chez moi, mais peut-être qui sait que dans quelques années je dirai oui, je vais craquer sur un petit truc comme ça va me plaire, qui volera partout chez moi et que ça sera la petite mascotte que je ferai mes vidéos YouTube. J'ai aucune idée, mais là pour l'instant non, je préfère trouver le moyen de les observer en nature. D'ailleurs j'ai un projet, je vais mettre de côté le plus d'argent possible pour pouvoir investir et m'acheter un bon drone. Et cet été il y aura des sorties nature avec beaucoup d'observations, en espérant pouvoir vous faire des bons plans avec un bon drone. Comment t'est venue l'idée d'ouvrir cette chaîne YouTube? Alors là, grosse question. C'est pas compliqué, je fais sur YouTube ce que j'aimerais voir, tout simplement. C'est-à-dire que au départ, ça fait quand même vraiment très longtemps maintenant, je crois que ça fait 6 ans que je regarde des vidéos sur YouTube. Et j'ai vu beaucoup de gens devenir vraiment très connus, s'agrandir, faire quelque chose de génial sur YouTube. J'ai vu aussi beaucoup de merde derrière, malheureusement, entre guillemets les cancers de YouTube. Après le truc dans l'histoire, c'est que dès que je faisais des recherches sur les serpents, sur les insectes, sur les araignées, je trouvais jamais rien de vraiment intéressant. Je vous parle de ça pas maintenant, parce que maintenant on fait des recherches, on a beaucoup plus d'informations. Mais à l'époque, il y a 3 ans en arrière, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, il n'y avait pas beaucoup d'informations, vraiment très peu d'informations. Un gros manque sur YouTube en France au niveau de la terrariophilie, de l'aquariophilie et surtout de la myrmécologie. Maintenant, il y a quelques chaînes qui se développent de plus en plus. Comme ça, on peut reprendre des idées d'un peu tout le monde. On peut voir les conditions d'élevage de Tonton Snake ou on peut voir les conditions d'élevage de quelqu'un d'autre. Je trouve ça génial, ce partage d'informations sur YouTube. C'est vraiment YouTube une très grosse plateforme qui nous permet beaucoup de choses. Moi, YouTube, personnellement, de mon côté, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Que ce soit moi, personnellement, dans ma tête, ça a beaucoup changé. Mais aussi ma vision de voir les choses. Et c'est très difficile. C'est psychologiquement, moralement, mentalement, tout ce que vous voulez. Mais d'une autre part, c'est vraiment une très grande aventure. Quel est le serpent qui te fait le plus peur? Eh ben, aucun animal me fait peur. C'est-à-dire aucun. Je peux avoir peur de me faire bouffer par un tigre, c'est pas le problème. Mais l'animal en soi-même, le tigre, je ressens, si je le vois à la télé, je ne suis pas phobique des tigres. Et je pense qu'il n'y a vraiment aucun animal où je serais vraiment j'aurais peur, où je serais phobique. Donc je suis méfiant. Je ne suis pas non plus inconscient. C'est-à-dire que s'il y a un cobra royal qui se dresse devant moi, c'est clair qu'il va me faire... Voilà, j'ai une appréhension, il va falloir que je sois méfiant, que je fasse attention, mais je n'aurai pas peur de cet animal-là. Je pense que les animaux sont tous à la base gentils. Les seuls méchants, c'est l'espèce humaine. Les seuls en qui j'aurais vraiment peur, ce sont les êtres humains, mais pas les animaux. Penses-tu faire passer ta passion aux enfants ? Alors, Alors moi, c'est que j'ai pas forcément envie de le faire. Ça veut dire que si donc j'ai 2 enfants, j'en ai un qui a 4 ans, l'autre qui a 6 ans.
c'est pas mon objectif d'essayer de leur dire plus tard, ouais, faites de l'élevage de fourmis, faites de l'élevage de reptiles, ayez des aquariums chez vous. Je suis pas du tout comme ça. Ça veut dire que s'ils s'intéressent à la moto au lieu de s'intéresser aux serpents, moi personnellement ça me fait rien du tout. J'ai pas forcément envie d'avoir la relève derrière moi. Ça c'est pas je m'en fous complètement. Par contre, vraiment le plus important pour moi, c'est que mes enfants s'intéressent à ce milieu-là, s'intéressent aux animaux en général et qu'il n'y ait pas, comme certaines personnes, comme beaucoup de monde, l'appréhension. C'est-à-dire que s'ils voient une araignée galoper partout, je n'ai pas envie qu'ils aient peur de l'araignée, qu'ils soient terrorisés et qu'ils veulent à tout prix la tuer. Je veux qu'ils se disent que l'animal, il est en mode survie, il a peur, il essaie de vivre comme il peut et qu'il faut le prendre comme on peut et le remettre dehors dans la nature. Mais ne pas tuer les animaux comme ça. J'ai pas envie qu'ils vivent avec des appréhensions. Donc j'essaie de leur faire j'essaie de leur apprendre des valeurs, tout simplement. Voilà, je pense que c'est le mot, des valeurs. Et qu'ils aient pas ces a priori que beaucoup de monde ont. Et qu'ils soient très ouverts d'esprit et que s'ils ont des amis qui ont des serpents, qu'ils ne soient pas répugnés, qu'ils aient des amis qui ont des araignées qui ne soient pas répugnés non plus, qu'ils aient des amis qui ont je ne sais pas quoi, mais qu'ils acceptent ça et et d'autres choses, qu'ils acceptent, on va pas partir dans des trucs politiques ou je ne sais quoi, mais je veux qu'ils aient quand même un esprit ouvert et qu'ils acceptent beaucoup de choses, qu'ils ne soient pas renfermés sur eux-mêmes avec des tas d'a priori qui feront que les freiner dans la vie de tous les jours. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est une très grosse vidéo FAQ. À mon avis sur la chaîne YouTube ça va pas du tout fonctionner une vidéo comme ça, mais il fallait que je la fasse. C'est très intéressant je trouve pour vous, si vous vous posez des questions sur moi, sur YouTube, je trouve que c'est très intéressant. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours laisser un petit commentaire. Voilà, me dire ce que vous pensez de ma façon de voir les choses, me dire ce que vous pensez de tout ça, de cette vidéo là. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours, même si c'était une vidéo très longue et que je me doute bien que pas beaucoup de monde va avoir le courage de regarder jusqu'au bout. C'est vraiment pour moi quelque chose qui était important de la faire. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait une. Je crois que ça fait plus d'1 an, voire 2 ans que je n'avais pas sorti une vidéo FAQ. Et je trouve que voilà, l'occasion s'y est prêtée. Nouvelle année, nouvelle vidéo, on fait de la FAQ, pourquoi pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, la soutenir comme vous semble. Laissez un petit commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.